Atelier docteur André-Julien Bem. Bonjour Monsieur Théodore. Bonjour. Nous sommes heureux de vous recevoir cet après-midi dans le cadre des entretiens que nous avons avec les auteurs sur leur travail de création. Vous êtes politologue, vous avez fait plusieurs universités prestigieuses et actuellement vous terminez une thèse de doctorat à l'université de Versailles. Vous travaillez entre autres sur la politique de puissance des États-Unis après le 11 septembre. Vous avez travaillé sur la crise ivoirienne, vous avez commis un ouvrage Autopsie de la crise ivoirienne et vous êtes par ailleurs, c'est une casquette moins connue, romancier. Vous avez publié L'enfant venu du néant aux éditions L'Harmattan. Commençons par votre travail sur les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qui vous a déterminé à choisir ce sujet de travail? D'abord, je pense que c'est parti d'un constat. Un constat sur la situation de l'Afrique, un continent qui est si riche, mais qui est si pauvre en même temps. Je suis parti du principe que cette situation ne pouvait peut-être pas durer longtemps, dès l'instant où les Africains avaient pris conscience de la situation même de leur continent. Donc, ça a commencé avec mon Master 2, maintenant c'était le 2 avant, maintenant c'est Master 2, de Relations internationales à l'Université de Paris 2, Panthéon-Assas, où j'ai fait d'abord un premier travail sur le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans le cadre des mesures visant le désarmement de l'Irak. Donc, ce travail m'a amené à comprendre que aujourd'hui, les relations internationales, comme on le sait depuis longtemps, mais que réellement on s'en aperçoit, sont une question de puissance. Quel que soit le droit qui est mis en œuvre. Donc je suis parti de ce constat-là et alors j'ai commencé à essayer de creuser la situation et là je suis arrivé à ce travail. Alors, pour revenir à votre sujet de travail, pensez-vous que ce soit John McCain, que ce soit Barack Obama, on aura une autre politique de puissance américaine, il y aura une ligne différente de la ligne Bush. Quelles sont en quelque sorte vos prévisions, vos supputations? Je peux dire simplement que la politique des États-Unis au niveau international, en tant que telle, ne va pas changer. Ne va pas changer, je dirais, sur le fond. Pourquoi? Parce que simplement, la politique de puissance des États-Unis sous Bush a été quelque part mise à l'épreuve par les attentats du 11 septembre. Prenons le cas simple. Les États-Unis auraient-ils mené la politique qu'ils mènent aujourd'hui s'il n'y avait pas eu les attentats du 11 septembre? Donc, ça fait que la politique de Bush telle qu'elle est menée aujourd'hui ne nous permet pas de savoir ce qu'aurait été une politique républicaine en tant que telle. N'empêche que les acteurs principaux de l'équipe Bush, c'est-à-dire Dick Cheney, qui a été le plus grand instigateur de cette guerre en Irak, puisque dès l'instant où les États-Unis, en fait le régime Bush est rentré au pouvoir en janvier 2001, il a constitué à partir de ce moment une équipe qui, à partir de mai 2001, était censée réfléchir sur les perspectives d'approvisionnement en énergie pour les États-Unis, bien avant les attentats du 11 septembre. Donc cette politique énergétique telle qu'on la connaît aujourd'hui, tout ce désastre énergétique qu'on connaît aujourd'hui, c'est désastre énergétique avec été pensé bien avant les attentats du 11 septembre. Donc moi je dirais simplement que la politique des États-Unis sous Bush aurait été une politique beaucoup plus agressive que celle qu'aurait pu mener ou que mènerait sûrement Barack Obama. Seulement Barack Obama, il est démocrate. Donc ça, c'est ce qui met l'eau dans le vent de cette politique américaine. Barack Obama, en tant que tel, il a bien spécifié que dès l'instant où il serait au pouvoir, il aurait un retrait progressif, mais précipité des États-Unis de l'Irak. Pourquoi? Parce que cette politique irakienne, on s'en est aperçu, n'est pas une politique visant à désarmer Saddam Hussein, ni à détruire des armes de destruction massive. Pourquoi? Parce que à partir de 1991, la politique 1991, lorsque l'Irak a été défaite après son invasion du Koweït, on assiste à une situation beaucoup plus une politique de désarmement sous l'égide des Nations Unies. Donc on a mis en place l'UNISCOM, qui était chargé de désarmer matériellement l'Irak. Il y avait un désarmement en trois parties. D'abord, un désarmement au niveau des armes de destruction massive, mais qui était composé des armes biologiques, des armes ensuite chimiques
et ensuite des armes nucléaires. Ces trois facteurs-là ont été réellement traités. Ce qui fait que lorsque l'UNSCOM a fini sa mission et a été remplacée par la COCOVNU sous toujours l'impulsion des États-Unis, l'Irak ne disposait réellement plus d'armes de destruction massive en tant que tel. Et je dirais surtout au niveau nucléaire, parce que tout avait été démantelé. On l'a montré. Sauf que les États-Unis ont commis une grande erreur stratégique si on tient compte de leur politique de désarmement de l'Irak. La première erreur, c'est simplement le fait que les Américains ont cru que l'Irak était le pays le plus dangereux lorsqu'ils y allaient. Donc, comme je le disais, cette politique a été complètement faussée. Elle a été faussée parce que les États-Unis n'ont pas pu obtenir les armes de destruction massive. On a perdu aujourd'hui plus de 4000 soldats américains qui sont morts pour des intérêts plutôt privés que publics, puisqu'on sait très bien que les États-Unis c'est-à-dire la situation en Irak est gérée par deux grandes entreprises qui ont raflé les plus gros contrats pour la reconstruction, qui sont Halliburton et Bechtel, qui est une filiale d'Halliburton. Et ces deux entreprises avaient été dirigées par le vice-président américain. Ce qui fait aujourd'hui que, et ce qui est vrai, l'augmentation du prix du pétrole est réellement une manne pour des entreprises qui sous-traitent aujourd'hui. Donc moi je suis sûr que la politique de McCain, qui lui demande qu'on poursuive la politique de Bush, une politique désastreuse comme on le voit aujourd'hui, et celle de Barack Obama ne sont pas la même. Barack Obama, il cherche simplement une sortie de crise rapide en Irak. Merci Théo. Vous nous avez en quelque sorte situé les enjeux non seulement de la politique de puissance américaine après le 11 septembre, mais aussi de la prochaine campagne présidentielle américaine. Attendons, le monde entier est dans l'expectative, wait and see, comme disent les Anglais. Et alors nous allons sortir de l'Atlantique et nous venons en Afrique. Là aussi, pour une situation de crise. Vous avez commis récemment un ouvrage, Autopsie de la crise ivoirienne. On sait que quand on parle d'une autopsie, on parle d'un grand malade ou d'un cadavre. Parlez-nous de la Côte d'Ivoire. Est-elle malade, en convalescence, en sortie de crise? Monsieur le médecin, qu'est-ce que vous nous en dites? Je suis très optimiste. Lorsque j'écrivais cet ouvrage, c'est vrai que la Côte d'Ivoire, en ce moment-là, était dans une phase très difficile parce qu'on était dans une situation de coup d'État. Le président Bédé, il a été renversé par un coup d'État le 24 décembre 1999. Donc, c'est à partir de ce mois que j'ai décidé d'écrire cet ouvrage. Lorsque on examine la situation de la Côte d'Ivoire, par contre, aujourd'hui, on dira que simplement le pays est en convalescence. Mais c'est une convalescence qui risque encore de durer. Lorsque on se base également sur la résolution 1633 du Conseil de sécurité du 21 octobre 2005, qui est également basée sur une autre résolution du Conseil de sécurité de l'Union africaine, qui date du 5 octobre 2005, on se rend compte que normalement les élections au niveau de la Côte d'Ivoire auraient pu être organisées normalement le plus tôt possible. Sauf que le Conseil de sécurité des Nations Unies avait donné 1 an pour l'organisation d'autres élections au niveau de la Côte d'Ivoire. On se rend compte que nous sommes aujourd'hui en 2008. Ça veut dire qu'il y a eu quasiment 3 ans. Presque. En octobre prochain, ça fera 3 ans. Et on n'a pas encore d'élection. Et tout récemment encore, le gouvernement disait que les élections devraient avoir lieu fin juin 2008. Simplement ne semble croire qu'en novembre, octobre ou novembre encore 2008, on aurait peut-être les élections générales. Mais il y a une question principale. La question aujourd'hui n'est plus dans une optique de rebelle gouvernement. Parce qu'on a déjà dépassé ça. Dès l'instant où le président Gbagbo a pris la décision de nommer Guillaume Soro, ancien chef de rebelle, comme Premier ministre, c'était alors dans une optique de sortie des crises. Parce que crise, pendant longtemps, ce sont les Nations Unies qui ont géré la situation en Côte d'Ivoire. On s'est rendu compte que la situation, non seulement en Côte d'Ivoire, mais les situations de crise en Afrique en général, c'est soit la communauté internationale via les Nations Unies, soit via l'Union africaine qui essaie de gérer ces situations.
alors on a compris que dès l'instant où nous essayons de gérer nous-mêmes nos problèmes, on avançait beaucoup plus vite. C'est pour ça que le président Gbagbo, il a décidé ce qu'il appelle le dialogue direct. Et ça produit ses effets. On n'a plus de guerre, on a un premier ministre, et l'enjeu principal aujourd'hui, c'est l'organisation de nouvelles élections. Sauf que le processus DDR traîne. Donc c'est ça, aujourd'hui, le problème principal au niveau de la Côte d'Ivoire. Toujours pour en venir à la Côte d'Ivoire, le pays se remet d'une longue et dramatique guerre. Récemment, il y a des événements qui ont mis dans la rue de nombreuses populations africaines et qui sont liées à la crise alimentaire mondiale que l'on connaît, effectivement. Et aussi, pendant la guerre en Côte d'Ivoire, on a vu certaines personnes prendre certaines libertés avec les biens publics. Et récemment, le président Laurent Gbagbo a ordonné au procureur de la République une instruction sur d'éventuels détournements de fonds publics. Comment jugez-vous aujourd'hui le tissu social en Côte d'Ivoire? Pensez-vous que tous ces éléments-là ne sont pas de nature un tout petit peu, alors que certains se plient à quatre pour pouvoir tenir face à la crise, et qu'on a des signes manifestes d'enrichissement? Pensez-vous qu'il n'y a pas lieu de mettre encore plus d'énergie à combattre les libertés que certains prennent avec la morale publique? C'est une superbe question que tu viens de poser. La question de la crise alimentaire actuelle est une question qui intéresse toute l'Afrique et même le monde entier aujourd'hui. Mais cette question, il faudrait essayer de savoir. Pour un politologue qui se spécialise dans le domaine de la puissance et de la stratégie, je dirais simplement que il faut ramener la situation à ses débuts. À partir des années 80, lorsqu'a commencé la crise, c'est-à-dire tout ce qui est la détérioration des thèmes de l'échange au niveau de nos produits d'exportation, le président Houphouët, il a décidé de mettre en place une politique qu'il appelle une politique de retour à la terre. Cette politique consistait en un simple mot à repeupler la campagne qui s'était complètement vidée sous le fait de l'exode rural. Cette politique de retour à la terre consistait à soutenir des jeunes vivant en ville qui décidaient de repartir à la campagne, à leur donner des moyens de pouvoir recultiver. Et donc cette politique de retour à la terre avait une autre composante qui était utile, qu'ils appellent la politique d'autosuffisance alimentaire. Faire en sorte que l'Ivoirien aujourd'hui n'ait plus à importer le riz thaïlandais ou le riz chinois. Supposons, lorsqu'on a eu la crise, la Thaïlande a décidé de servir d'abord le marché local, ce qui est normal. Et les Africains, qu'est-ce qu'on est devenu? On a eu une énorme crise. On a eu des soulèvements au Sénégal, en Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique et même dans le monde. Ça veut dire alors que cette situation aujourd'hui, telle qu'on la connaît, nous avons besoin d'une nouvelle politique de restructuration. Une politique réellement structurelle au niveau de l'alimentation et de l'approvisionnement des marchés africains. Faire en sorte que l'Africain puisse lui-même produire. De ce moment, ce sont les gouvernements qui doivent prendre en main cette politique d'autosuffisance alimentaire en mettant en place une politique comme on en a connu au tout début des années 46, voire 48, dans ce qui deviendra l'État d'Israël, où on a eu des kibbouz, des exploitations agricoles financées de manière soit collective et après de manière étatique et gérées, ce qui a permis à l'État d'Israël d'avoir une sorte d'autosuffisance. Je prends en compte cette situation de développement global pour l'Afrique et je suis en train de rédiger également un ouvrage sur le développement actif de l'Afrique qui prend comme critère une stratégie globale et non ciblée. Pourquoi globale? Parce qu'il faut dire que l'Afrique est un vivier au niveau des matières premières du sol et du sous-sol. Mais comment se fait-il que on ne soit même pas capable de fabriquer un boulon de vélo? Même que ça, un boulon de vélo. Les Africains ne sont pas capables. Dirons-nous que en 2008 aujourd'hui, on n'a pas des ingénieurs qui sont capables de faire ce genre de truc? Si, bien sûr qu'on en a. Sauf que on a besoin d'une stratégie qui est une stratégie gouvernementale visant à créer une industrie de développement mécanique au niveau de l'Afrique. Je prends un cas très simple. Aujourd'hui, tu vas à Pékin, tu trouves les modèles occidentaux de voitures
Les mêmes modèles. Tu vas trouver la Smart, ils vont fabriquer ça sous un autre modèle. Ce principe-là même de copier est un principe qui est inhérent à l'être humain lorsqu'on veut se développer. On dit, on ne faut pas mettre en place une politique ce qu'ils appellent d'espionnage industriel. Il n'y a pas d'espionnage industriel. Les Africains, qu'est-ce que nous avons comme industrie? On n'a pas d'industrie. Donc pour moi, les Africains, d'abord, la toute première de toutes les choses, ce serait de commencer par encourager les cerveaux qui sont au niveau du pays. Faire en sorte que ces cerveaux-là puissent résider sur le continent. Pourquoi se fait-il qu'aujourd'hui, toi, moi, beaucoup d'Africains se retrouvent aujourd'hui tous en Occident? Quand j'ai commencé ma thèse, j'ai un ami qui est venu me voir, qui est directeur d'université au niveau de la Côte d'Ivoire, qui m'a dit, bon, j'aimerais bien que tu viennes enseigner après. Il dit, il n'y a pas de problème, no problème, j'arrive. Le pays n'a pas voulu me donner de bourse, je me débrouille, mais j'arrive, je finis ma thèse et j'arrive. Et qu'est-ce qui se passe? On a une guerre. On se rend compte que tous ces cerveaux-là cherchent à fuir le continent. On a une pauvreté intellectuelle, technique au niveau du continent. Donc nous avons d'abord tout intérêt à maintenir nos chercheurs sur place. Il y a des chercheurs, des éminents chercheurs avec qui je corresponds, que ce soit à Abidjan, que ce soit à Ouagadougou, mais des gens qui sont très importants et qui pour le moment ont besoin de soutien. On n'a pas ce soutien-là. Donc la politique de maintien des pays africains, la politique de développement des pays africains doit se servir de nos richesses, du sol et du sous-sol pour pouvoir nous maintenir. Parce que c'est l'éducation qui fait la valeur d'un État. Et cette éducation-là, nous ne devons pas réellement l'abandonner. Donc c'est pour ça, je pense que, André, nous avons besoin, au niveau de l'Afrique, de soutenir nos chercheurs. La première des choses. En second lieu, nous avons besoin d'organiser ce qui pourrait être des concours d'invention. Je me rappelle que en Côte d'Ivoire, il y a eu un moment qu'on avait organisé une sorte de manifestation, je pourrais dire, qu'on appelle le Figayo. Il y a longtemps, je ne sais même plus si ça existe encore. Et lors du Figayo, il y a des jeunes inventeurs qui venaient, qui inventaient des machines pour déterrer le l'igname, par exemple. Et j'ai vu également qu'il y avait un jeune homme qui avait réussi à faire marcher son tracteur avec de l'huile de palme, de l'huile rouge. Ici, les gens ils utilisent le colza, etc. Donc revenir à ces produits traditionnels est important pour les Africains. Pourquoi? Parce que les Européens sont en train de fuir actuellement tout ce qui est produit industrialisé, survitaminé, etc. pour revenir à l'agriculture biologique. L'agriculture biologique, nous l'avons dans nos sangs en Afrique. Monsieur Théodore Diaoudi, nous vous remercions infiniment d'avoir répondu à l'invitation des ateliers d'auteurs. Nous rappelons à nos téléspectateurs que vous êtes un auteur plein de promesses parce que non seulement vous êtes politologue, mais vous avez également une casquette de romancier. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, L'enfant venu du néant, un roman qui s'appuie sur les traditions africaines et qui crée un récit tourné vers la modernité et vers le vaste monde. Vous avez publié Autopsie de la crise ivoirienne, la nation au cœur du conflit. Et dans vos recherches actuelles, vous avez publié de nombreux articles et vous nous promettez sans doute de très nouvelles surprises et très bonnes dans les jours, les mois et les semaines à venir. Donc, une fois de plus, Atelier d'auteur vous remercie et nous vous souhaitons bon vent dans votre travail de recherche et d'écriture. Merci.